Au-delà d'une certaine dose, et même à des doses plutôt faibles, le cannabis va avoir un impact sur plusieurs paramètres spermatiques, c'est-à-dire la mobilité, mais peut-être aussi le nombre et la forme des spermatozoïdes. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, et nous allons parler de la santé reproductive aujourd'hui. Nous avons Nadia El Bouga qui est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Sage-femme et sexologue. Je parlais de santé reproductive, ça vous va comme terme, Nadia ? Oui, ouais. Pourquoi pas. Bon, d'accord. Je ne trouve pas très emballé. Brigitte Fanny Cohen est avec nous, journaliste spécialiste des questions de santé. On vous connaît bien, 25 ans à Télématin. Bonjour, je suis tellement content de vous voir. Bonjour, merci, c'est gentil de m'accueillir. Je suis ravie d'être ici. Voilà, une des voix qui accompagne les Français depuis tellement d'années. Et puis Stéphane Droupi est avec nous. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes chef du service urologie et d'andrologie au CHU de Nîmes. Depuis 30 ans, vous travaillez sur les questions de stérilité masculine. Alors pour tout le monde, l'andrologie, qu'est-ce que c'est ? L'andrologie, c'est une partie de la médecine qui s'occupe des hommes, on va dire assez simplement, et donc effectivement de leur santé reproductive, c'est-à-dire des problèmes de fertilité qu'ils peuvent avoir, et puis des problèmes de sexualité également. Bien. Vous publiez tous les deux demain, Tous infertiles, chez First Edition. Un couple sur 5 est confronté à une infécondité d'environ 1 an après l'arrêt de la contraception. En 30 ans, est-ce que vous observez que ça augmente ? Alors c'est toujours difficile d'avoir une idée précise de notre pratique quotidienne parce que c'est soumis à plein de biais et donc il faut quand même avoir des chiffres qui sont un peu plus précis que notre simple impression, mais on a quand même un certain nombre de données qui nous disent que oui, effectivement, il y a de plus en plus de couples qui souffrent de problèmes d'infertilité. Probablement qu'on identifie de plus en plus de problèmes masculins parce qu'on les cherche. Et pour avoir un chiffre simple, il y a 15 ans, par exemple, il y avait un enfant sur 60 qui était issu de l'AMP. Aujourd'hui, c'est un enfant sur 30. AMP, Nadia ? L'aide médicale à la procréation. Et d'ailleurs, longtemps, on a fait reposer cette question simplement sur la femme. Hein. Il y a peu de temps, finalement, qu'on s'intéresse aux hommes. Oui, c'est vrai, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça n'a pas été toujours politiquement correct, et puis qu'on a quand même assez facilement au cours des siècles confié à la fois la procréation et à la fois la contraception aux femmes, parce que c'était elles qui avaient plus d'intérêt à ça. Et du coup, ça a donné, on va dire, à partir après la Renaissance, quoi, la possibilité pour les hommes de se départir de ça, et puis aussi parce que c'est quand même beaucoup plus facile pour une femme de s'occuper d'un problème de fertilité masculine que d'un problème de fertilité féminine. C'est-à-dire qu'une femme qui est infertile elle-même aura beaucoup de mal à avoir un enfant, alors que si c'est son mari qui est infertile, ça peut passer inaperçu. Il y a un chiffre que j'ai pris dans votre livre, oui Fanny. Oui, aujourd'hui, on considère que l'infertilité touche à peu près, pour les couples qui consultent, pour ce problème-là, elle est due dans un tiers des cas aux hommes, dans un tiers des cas aux femmes, et dans un tiers des cas à l'homme et la femme en même temps, qui ont les deux des problèmes d'infertilité. Est-ce qu'on peut définir l'infertilité par rapport à la stérilité dont on parlait avant ? C'est quoi la différence ? Une question un peu de terminologie, parce que justement aujourd'hui, grâce à la prise en charge et aux différentes techniques d'aide médicale à la procréation, la stérilité, qu'on va dire l'infertilité définitive, est beaucoup plus rare. Donc avant de décider qu'un homme ou une femme sont stériles, il va y avoir tout un parcours d'exploration et de tentative qu'on va caser dans le terme d'infertilité ou d'hypofertilité. Alors, il y a une donnée qui est encore peu connue, c'est que les hommes aussi ont une horloge biologique. Oui, il y a, même si souvent on dit que les hommes peuvent faire des enfants jusqu'à très tard dans la vie, quand on examine les paramètres précisément du sperme, on s'aperçoit quand même qu'il y a une diminution de la qualité, de la quantité et de la morphologie des spermatozoïdes qui survient avec l'âge. Oui, ça c'est clair. Mais en tout cas, il n'y a pas
cette horloge, ce couperet biologique qui est celui de la ménopause chez les hommes. C'est-à-dire que les femmes, au bout d'un certain temps, vont voir disparaître leur capital de cellules germinales, c'est-à-dire d'ovocytes, d'ovules. Il n'y en a plus après la ménopause, alors que chez les hommes, il n'y a pas d'arrêt brutal de la production de spermatozoïdes. En revanche, il va y avoir une diminution de la qualité et donc une augmentation des risques, notamment génétiques, si on essaie de procréer un peu tard. Alors, il y a beaucoup d'hommes très connus qui ont eu des enfants très tardivement, Charlie Chaplin, Yves Montand. Donc, les hommes peuvent avoir l'impression qu'ils vont pouvoir procréer jusqu'à n'importe quel âge, mais c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Et c'est vrai que l'âge est un facteur d'infertilité chez l'homme. Mmh. D'ailleurs, j'ai remarqué que les références n'ont pas changé. Depuis le temps que je fais des émissions santé, on dit toujours Charlie Chaplin et Yves Montand. Mais il n'y en a plus après des... Ah si, j'en cite d'ailleurs plusieurs dans le livre. Je ne les ai pas en tête là. Parce que il y avait Nicolas Sarkozy qui avait été cité. Non, ils n'avaient pas le même, il avait pas le même âge. 56 ans pour un quatrième enfant. Par rapport à 76 ans. Oui. François Mitterrand avait sensiblement le même âge quand il est devenu papa de Mazarine. Donc, vous voyez, c'était pas... Bon. Mais pour le même âge, certains hommes peuvent avoir des problèmes d'infertilité parce que justement, l'âge avance et ça peut les rendre infertiles. Ça peut être un facteur vraiment important d'infertilité. Alors, il existe des tests, des autotests de fertilité qu'on peut trouver en pharmacie ou sur Internet. Qu'est-ce que vous en pensez, tous les deux ? Moi, je dirais à faire confirmer par un examen de biologie, mais le professeur Stéphane Droupi va sans doute confirmer. Oui, je pense que c'est un peu des gadgets aujourd'hui pour des gens qui voudraient avoir une première approche. Mais en pratique, ça nécessitera toujours la confirmation par un vrai examen. Et non, pour l'instant, on ne peut pas avoir confiance dans ces examens. Alors le sperme, c'est plus ce que c'était. Qu'est-ce qui a changé c'est quoi ? C'est la quantité, c'est la qualité ? Déjà la quantité. Les études montrent qu'au début des années 70, il y avait environ 99 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Et les études qui ont eu lieu dans les années 2000, qui ont été publiées dans les années 2011, montrent finalement une chute vertigineuse à 47 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il s'agit d'études internationales qui ont été faites dans un grand nombre de pays. Ça ne concerne pas que la France. C'est vraiment une donnée internationale. Il y en a tellement, là, j'arrive pas à m'en rendre compte. Alors, ça veut dire quoi, ça, en fait ? Il en reste suffisamment pour procréer. Attention, ça ne veut pas dire que les hommes deviennent infertiles. Ouais. Mais c'est quand même une donnée un petit peu inquiétante sur le plan de l'épidémiologie. Mais il suffit d'un spermatozoïde pour faire un enfant. Nadia ? Oui, moi je me questionnais en vous écoutant, là je me dis faudrait peut-être expliquer aussi quand même à certains auditeurs et certaines auditrices la différence entre le sperme et les spermatozoïdes. Donc je laisse professeur Droupi... Et là je passe au professeur Droupi. Oui, ça nous semble évident, mais il y a des personnes qui ne font pas la différence. D'accord. Oui, donc effectivement, les mots sont importants. Le sperme, c'est ce qui est éjaculé, c'est le liquide qui va être éjaculé. Dans ce liquide, il y a pas mal de choses. Toutes ces choses ont un seul objectif, si on veut être finaliste en tout cas, c'est d'arriver à faire en sorte que des spermatozoïdes arrivent dans le meilleur état possible pour pouvoir féconder l'ovocyte, l'ovule, qui est issu donc de l'ovulation. Et donc les spermatozoïdes vont avoir tout un trajet à faire. Et donc dans ce sperme, il y a un certain nombre d'éléments qui vont permettre à ces spermatozoïdes d'être aussi en forme que possible à l'arrivée. Et pour ne pas prendre de risques, il y en a des millions. C'est-à-dire qu'à chaque éjaculat, on ne va pas éjaculer un spermatozoïde, pas 10 000 spermatozoïdes, mais plusieurs centaines de millions. Et comme ça, il y en a beaucoup qui sont pas normaux, il y en a beaucoup qui sont fatigués parce qu'ils ont été créés il y a trop longtemps, mais dans le tas, il va y en avoir un certain nombre qui vont avoir toutes les capacités à féconder. Et donc on va comme ça analyser, lorsqu'on fait un examen du sperme, à la fois le nombre de ces spermatozoïdes
Et puis on a des limites inférieures qui nous disent quand c'est insuffisant pour avoir des chances de procréer naturellement, on va dire. Et puis ensuite on examine leur morphologie, c'est-à-dire la tête qu'ils ont. Donc un spermatozoïde, c'est une cellule qui contient de l'ADN, c'est-à-dire le patrimoine génétique du papa, qui va être nécessaire pour faire donc cet embryon qui deviendra un bébé. Donc ça, c'est contenu dans la tête. Il y a une partie au bout de la tête qui va permettre... Spermatozoïde, du spermatozoïde. Oui, pourquoi vous pensiez à quoi, Nadia? Je sais pas. J'aime bien votre précision, mais vous... Faut qu'on explique tout, alors vraiment. Hein. Donc, oui. Non, vous avez perdu pied là du coup. Non, donc il y a le nombre, il y a la forme des spermatozoïdes et il y a aussi leur mobilité. Voilà, leur mobilité qui est liée à un petit flagelle. Je sais pas si tout le monde sait à quoi comment c'est fait un spermatozoïde. Ils ont un petit flagelle, c'est-à-dire une espèce de fouet qui leur permet justement de bouger, d'avancer. C'est donc pas une cellule immobile. Et cette mobilité, elle est bien sûr indispensable pour pouvoir franchir tout ce chemin jusqu'à l'ovocyte à l'intérieur de l'utérus. Donc c'est important que ce spermatozoïde, et puis alors, maintenant on a d'autres examens qui vont pouvoir examiner la qualité donc de ce patrimoine génétique qu'ils ont à transmettre, parce que quelquefois quand ça marche pas, ils peuvent avoir une tête normale, être en nombre normalement et une mobilité normale, mais quelquefois leur ADN n'est pas de bonne qualité, et maintenant on peut aussi examiner cet ADN. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le sperme? Alors il va y avoir des éléments nutritifs qui permettent à ces spermatozoïdes de vivre aussi bien que possible. Donc il y a du fructose, notamment qui est un sucre. Et puis ensuite, il y a tout un tas d'éléments qui vont protéger ces spermatozoïdes des agressions extérieures. Donc des éléments qu'on va dire qui peuvent être antioxydants, parce que le spermatozoïde, c'est une cellule assez fragile en fait, qui se renouvelle très facilement, mais qui est assez fragile. Et donc, toutes les agressions extérieures, ça peut être des infections, ça peut être une augmentation de la chaleur à laquelle ils sont très sensibles, ça peut être des augmentations toxiques qui vont être liées au tabac, au cannabis, par exemple. Et ces spermatozoïdes sont beaucoup plus sensibles que d'autres cellules à ces attaques toxiques. Et donc, ils ont besoin d'un environnement qui les protège. Et c'est là-dessus qu'on pourra jouer, notamment pour essayer d'améliorer la qualité du sperme chez certains hommes qui sont soumis à des toxiques liés à l'environnement, liés au tabac, liés au cannabis, liés à une augmentation de chaleur locale. Donc ils aiment pas la chaleur, c'est ça que vous voulez dire? C'est pour ça qu'on... Ouais. Voilà, ils aiment bien être à 2-3 degrés au-dessous de la température du corps. C'est pour ça, toujours si on veut être finaliste, que les testicules sont à l'extérieur. Voilà, et qu'il y a des métiers à risque au regard de la chaleur, c'est-à-dire par exemple les personnes qui travaillent dans des cuisines qui sont évidemment très chaudes, pensez à des cuisiniers, des pizzaiolos, des personnes qui travaillent dans des pressings aussi. Ces hommes peuvent avoir des problèmes de fertilité liés à cette chaleur. C'est pour ça que le fameux slip contraceptif, Nadia, que vous aimez tellement... Il est chauffant. Il est chauffant, oui. Quand on était petit, on nous disait... attention aux oreillons, c'est mauvais pour la fertilité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les oreillons sont mauvais pour la fertilité? Ah oui, alors ça c'est une chose qu'on ne doit plus craindre aujourd'hui, puisqu'on est vacciné contre les oreillons, sauf si jamais on ne peut pas vacciner ses enfants. Les oreillons sont liés à un virus qui a une spécificité pour deux types de glandes, les parotides, donc c'est ces glandes qui sont situées juste au-dessous des oreilles, vous savez, et donc qui vont donner donc ces oreillons, c'est une inflammation des parotides, et éventuellement les testicules. Et dans un certain nombre de cas, les oreillons pouvaient toucher 1 ou 2 testicules, donnant ce qu'on appelle une orchite ourlienne, c'est-à-dire une infection des testicules liée aux oreillons. Et dans ces rares cas, quand même, on pouvait avoir une atrophie des testicules qui générait des problèmes de fertilité secondaires à ces oreillons. Il y avait une question d'âge, non, aussi? Fallait avoir les oreillons tardivement.
Bien. Est-ce qu'on peut définir ce que c'est qu'une éjaculation normale ou une éjaculation anormale ? Oui, d'un point de vue de la fertilité, vous voulez dire ? Oui, bien sûr. Ouais. D'un point de vue de la fertilité, c'est essentiellement une quantité. Hein, on va dire que on considère qu'un volume éjaculatoire normal, il est au-dessus d'1,5 millilitre. Et qu'au-dessous, on va se poser la question de savoir si il n'y aurait pas un manque dans certaines composantes de cet éjaculat. Et l'éjaculat, il est fait par, on l'a dit, les spermatozoïdes, mais c'est un tout petit volume. Hein, c'est moins de 5% du volume du sperme. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de liquides qui viennent des différentes glandes, et notamment de la prostate et des vésicules séminales. Et donc, si jamais l'une de ces glandes fonctionne de façon insuffisante, ou bien qu'il y a un obstacle lié à une malformation sur le trajet donc du fonctionnement, enfin de ce sperme, et ben il va pouvoir y avoir une diminution du volume du sperme. Et lorsque ce volume est inférieur à 1,5 millilitre, il faut se poser la question de rechercher des obstacles ou des anomalies, quelquefois congénitales ou génétiques. Vous dites que donc vous avez dit en introduction que la fertilité était malmenée. Enfin, on trouve de plus en plus d'hommes infertiles. Qu'est-ce qui explique cela de nos jours ? Est-ce qu'en réalité, il n'y avait pas fut un temps autant d'hommes infertiles que maintenant, et que maintenant, comme on cherche, on trouve... Bien sûr, c'est certainement une des raisons. On cherche davantage, puisqu'il y a davantage de possibilités d'examen, de possibilités d'investigation pour dépister les causes de l'infertilité, notamment chez l'homme. Donc on va trouver plus d'infertilité. Mais il y a aussi un environnement qui est plus susceptible aujourd'hui de provoquer des infertilités chez l'homme, notamment la rencontre avec les perturbateurs endocriniens. Et on est entouré, sans le savoir, dans notre environnement, parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens dans des centaines de milliers, voire de millions d'objets de la vie quotidienne. Alors il faut expliquer pour tout le monde ce que sont ces perturbateurs. Ce sont des substances qui vont finalement perturber, comme leur nom l'indique, notre système hormonal, et en particulier le système hormonal qui concerne la reproduction. Donc voilà, il y a aussi des pesticides qui vont jouer comme des perturbateurs endocriniens, qui sont des perturbateurs endocriniens qu'on va rencontrer notamment dans l'alimentation. Il y a, comme le professeur Droupi l'a dit tout à l'heure, un certain nombre de toxiques qui sont peut-être plus utilisé aujourd'hui qu'hier, et je pense notamment au cannabis. Les enquêtes montrent qu'il y a quand même une augmentation de la consommation du cannabis chez les jeunes et chez les jeunes hommes. Le tabac, bien sûr, l'alcool. On dit que le cannabis, parce qu'en fait, les gens le savent peu finalement, mais que le cannabis aurait un effet sur la mobilité des spermatozoïdes. Oui, il y a plusieurs études qui montrent que, au-delà d'une certaine dose, et même à des doses vraiment plutôt faibles, le cannabis va avoir un impact sur plusieurs paramètres spermatiques, c'est-à-dire la mobilité, mais peut-être aussi le nombre et la forme des spermatozoïdes. Mais avant même ça, c'est vrai que vous parlez des toxiques, et notamment le tabac. Finalement, très peu d'hommes savent que le tabac agit sur l'érection. Avant même de parler de la production des spermatozoïdes. Oui, et pourtant sur les paquets de cigarettes, pour mettre en garde les hommes, c'est bien un des arguments qui est avancé. Attention, parce que il y a un lien entre une trop grande consommation de cigarettes et des possibilités de dysfonctionnement érectile, bien sûr. Bien sûr. Et puis il y a aussi l'alcool. L'alcool est très consommé par les jeunes de plus en plus, et au-delà d'un certain nombre de verres, les études montrent qu'à partir de
5 verres par semaine, il y a déjà un clignotant au niveau de la fertilité masculine. Ça ne veut pas dire que 5 verres par semaine rendent infertile, je n'ai pas dit ça, mais il y a déjà des modifications des paramètres du sperme qui peuvent intervenir. Et bien sûr, si on a une consommation de 25 verres par semaine, voire 40 si on est addict à l'alcool, il va y avoir un vrai problème par rapport... Alors bien sûr, il y aura des hommes qui n'auront pas de... Parce que ce sont des moyennes. Donc certains hommes vont très bien, leur fertilité va résister à l'alcool, d'autres résisteront moins bien. Et on découvre dans votre livre que l'alimentation aussi peut jouer sur la qualité des spermatozoïdes. Et effectivement, on passe en revue avec le professeur Droupi un certain nombre d'aliments, par exemple comme le soja, la viande, le lait, etc. Alors le soja, par exemple. Alors le soja, normalement, quand on mange du soja, alors c'est vrai que dans le soja, il faut expliquer qu'il y a des phytoestrogènes qui peuvent avoir un rôle hormonal, mais aux doses où on prend du soja, nous on consomme du soja, normalement il n'y a pas d'impact. Sauf que il y a quand même des études de consommateurs qui ont montré que dans certains plats préparés, certaines sauces, certains produits alimentaires qu'on peut même trouver en supermarché, il y a une concentration de soja très forte et il faut faire attention si on est par exemple un homme infertile, pas forcément tout le monde, mais si on a des problèmes d'infertilité, il faut peut-être faire attention aux étiquettes des produits qu'on achète dans les supermarchés, à parce cette que ça concentration s'ajoute, tout s'ajoute. En fait, c'est le problème. C'est comment définir ce qui rend infertile. On est confronté à énormément de facteurs de risque. Oui, alors vous parlez des fameux parabènes, mais c'est vrai que les parabènes, on en parle souvent pour les femmes, mais rarement pour les hommes, par exemple. Oui, mais par exemple, il y en a dans les cosmétiques. Les hommes peuvent utiliser des produits cosmétiques également, et puis ne serait-ce qu'un shampoing, un déodorant, un gel lavant pour le corps. Donc oui, les hommes sont concernés aussi par ces toxiques. Alors, on parlait de nourriture. Bon, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il fallait manger bio. Si vous voulez avoir un bon sperme, mangez bio. Oui. C'est un peu, c'est réduit. Un peu rapide. C'est pas ce qu'on a écrit. Non, je vous taquine exprès. Je dis déjà, il fallait manger bio. Est-ce qu'il y a des aliments à éviter, par exemple, ou pas? Les aliments à éviter, si on veut parler de résidus de pesticides, parce que l'intérêt du bio, il est de limiter la possibilité de trouver dans son alimentation des résidus de pesticides et que ces résidus de pesticides puissent avoir un effet négatif sur la production et la qualité des spermatozoïdes. Donc là, oui, très clairement, il y a moins de résidus de pesticides dans le bio, avec le petit bémol qui est quand même l'utilisation des produits à base de cuivre dans le bio. Et pour l'instant, la Commission européenne s'est pas complètement prononcée sur le problème du cuivre. Mais de toute façon, on ne peut pas faire de bio sans cuivre, d'après ce qu'on sait. Mais autrement, oui, il y a des aliments, notamment des fruits, des légumes, qu'on peut bien sûr conseiller plutôt que les viandes transformées. Mais il y a un certain nombre de ces légumes et de ces fruits qui nécessitent, pour être bien rouge, bien propre, d'avoir des grosses doses de pesticides. Oui, par exemple, donc, vous mettez des graphiques qui sont bien faits d'ailleurs. L'ananas, on ne le verra plus de la même façon. Apparemment, c'est un fruit qui garde pas mal de pesticides, d'après les graphiques que vous proposez dans votre livre. Alors, les herbes fraîches aussi. Ouais, voilà, c'est des choses qui paraissent bonnes pour la santé, mais qui, pour être conservées, nécessitent l'utilisation de pas mal de pesticides. Et quelquefois, c'est uniquement pour être transporté. Alors, il faut faire attention à ça, parce que pour pouvoir être de bonne qualité à l'arrivée, il y a un certain nombre de produits qui vont être aspergés d'antifongiques, d'antibiotiques, etc., etc. Et si on les lave bien et qu'on les prépare bien, parce que l'ananas, on mange pas la peau de l'ananas. Et donc, c'est possible qu'il y a certains pays qui prennent l'habitude de ça, de bien laver, voire à l'eau, au savon,
les fruits et les légumes, on peut les en débarrasser d'un certain nombre de résidus de pesticides. On a de plus en plus d'ondes autour de nous. Alors évidemment, il y a le fameux téléphone portable dans la poche. Qu'est-ce qu'on a en l'état actuel des études aujourd'hui comme effet des ondes sur la fertilité ? Je dirais surtout beaucoup de polémiques, beaucoup d'études contradictoires, beaucoup de polémiques. C'est assez difficile de s'y retrouver. Des études qui se contredisent les unes les autres. Voilà, c'est ça. Ce sera toujours assez difficile de s'y retrouver parce que, comme l'a dit Brigitte tout à l'heure, il y a une notion qui est essentielle, c'est la susceptibilité individuelle. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui vont résister à tout, au tabac, au cannabis, au portable sur les genoux, etc. Et puis, il y en a d'autres, pour des raisons génétiques, peut-être épigénétiques, qui vont avoir une sensibilité individuelle particulièrement exacerbée à tous les toxiques, et on ne sait pas trop aujourd'hui le définir, mais pour eux, ça va être vraiment un problème. Et donc, ces populations à risque, aujourd'hui, on ne sait pas très bien les identifier, mais ce qu'on sait et ce qu'on peut conseiller, c'est que les hommes qui ont des fragilités de ce côté-là, oui, ceux-là doivent éviter absolument les pesticides, les ondes, le tabac, le cannabis, parce que ils ont une fragilité individuelle et qui ne sont pas comme leurs voisins. Et alors, j'ai lu dans votre livre que la pratique d'un sport intensif pourrait être suspectée. Pourquoi ? Alors effectivement, il faut se méfier de la sédentarité, qui est délétère pour les spermatozoïdes. Et ça a été bien montré par des études. Mais si vous en faites trop, on dit souvent que la dose aussi fait le poison. Si vous en faites trop, il peut y avoir aussi des effets délétères sur les spermatozoïdes. Il faut pratiquer, ça c'est sûr, une activité physique régulière. La sédentarité est vraiment nocive pour le spermatozoïde. Oui, vous soulevez dans votre livre quelque chose d'important, c'est notamment l'annonce en fait de l'infertilité aux hommes qui est faite dans certains cas, par exemple par téléphone. Effectivement, c'est quelque chose qui m'a heurtée, j'avoue, en interviewant un certain nombre d'hommes, puisqu'il y a des témoignages d'hommes dans ce livre. J'ai remarqué qu'il y avait quand même une constante dans ces témoignages, c'est qu'ils apprennent leur infertilité souvent par un coup de fil du laboratoire et qui leur annonce votre spermogramme, il est anormal, les spermatozoïdes sont morts, ou les spermatozoïdes sont anormaux, donc évidemment inconsciemment ces hommes entendent les enfants sont morts, les bébés que je pourrais avoir sont morts, ou les bébés que je pourrais avoir vont être anormaux, leur virilité en prend un coup, c'est vraiment un coup de massue sur la tête, et je pense qu'on devrait aujourd'hui faire une consultation d'annonce, comme il y en a aussi par exemple en cancérologie. L'infertilité, c'est un problème qui va atteindre l'homme et la femme aussi, mais vraiment au plus profond. Ce sont des hommes qui vont avoir une blessure narcissique très très importante. Ils vont avoir du mal à se relever de cette annonce brutale quand elle est faite comme ça, sans prendre de gants. Je pense qu'il faut vraiment passer la main au médecin qui les suit, qui a demandé les examens pour leur annoncer les choses, parce que le médecin, lui, le professeur Droupi va en parler, mais va dire des choses positives au moment de l'annonce, parce qu'il y a des traitements, il y a des solutions, donc ne les laissons pas tout seuls derrière leur téléphone. Vous dites également dans le livre que même quasiment la totalité des témoignages que vous mettez, les hommes font le lien entre leur virilité, une espèce de perte de virilité et la qualité de leur sperme. Comment vous expliquez ça ? Et pourtant, on sait aujourd'hui que impuissance et fertilité ou infertilité, ce sont deux choses différentes. Je pense que c'est impuissance, c'est un terme qu'on n'utilise quasiment plus d'ailleurs. Effectivement, parce que depuis qu'il y a les traitements, notamment par comprimés, c'est vrai que c'est un terme qu'on n'utilise plus beaucoup. Parce qu'il est connoté surtout. C'est resté ancré, je pense que c'est quelque chose de très ancien, qui est resté ancré un peu dans l'inconscient peut-être de certains hommes, et qui font encore le rapprochement entre cette impossibilité ou cette difficulté à avoir des enfants et la virilité.
Donc ils se sentent blessés profondément en tant qu'hommes. Et certains le disent, ils n'ont plus envie après d'avoir de relations sexuelles. Ils se disent, mais à quoi ça sert d'en avoir, puisque je ne peux pas être père, je ne peux pas donner un enfant à ma compagne. C'est intéressant parce qu'en lisant votre livre, ça m'a rappelé un peu l'histoire d'une tribu, les Barouya, qui faisaient boire du sperme à leurs petits garçons pour les faire passer justement dans le monde des hommes, et à leurs femmes lorsqu'elles étaient enceintes pour maintenir leur grossesse, parce que dans cette croyance, en fait, c'est le sperme de l'homme qui permet à l'enfant de grandir. Donc je me dis, finalement, en Occident, on n'est pas loin de ces croyances-là, étant donné que il y a encore ce lien qui est fait entre qualité du sperme, quantité du sperme, et virilité. Et virilité. Oui. J'ai lu ça dans un très bon mémoire, Nadia, d'ailleurs. Oui. La tribu des Barouya. Oui. Je vous ferai pas une conférence dessus, quand même. Mais, en Papouasie, mais comme vous êtes la spécialiste en France de la tribu des Barouya, je tiens... Non, ce n'est pas moi la spécialiste. Je tiens à dire, mais en Papouasie, il faut le dire, voilà, pas très loin de l'Indonésie, d'ailleurs. Qu'est-ce qui peut amener un couple à consulter, et qui on consulte dans ces cas-là ? Stéphane Droupi. Parce que les femmes consultent facilement le gynécologue, mais les hommes ne vont pas voir un urologue. Est-ce qu'on va dire que l'urologue et l'andrologue, c'est le gynéco des hommes, en fait ? Oui, on peut dire ça en pratique, mais c'est vrai que très souvent, et même si aujourd'hui le fait que l'infertilité masculine est un élément important de l'infertilité de couple, c'est souvent la femme qui va prendre ça à son compte initialement, et lorsque un couple tarde à faire un enfant, c'est souvent la femme qui va en parler à son gynécologue. Il faut être clair, d'abord parce que les femmes ont un gynécologue, et les hommes n'ont pas d'urologue à l'âge de 30 ans. Il n'y a pas de raison d'avoir un urologue quand on est un homme, alors que la plupart des femmes ont eu une contraception et ont eu des examens gynécologiques. Donc, c'est assez naturel, on va dire, dans le système tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, c'est très souvent dans l'exploration de la femme. Alors, aujourd'hui, on recommande que les deux membres du couple, l'homme et la femme, soient explorés de concert, c'est-à-dire en même temps. Il ne s'agit pas de vérifier que la femme est normale avant de s'intéresser à l'homme, puisque sinon on risque une fois sur deux de perdre du temps. Et donc de lancer le bilan des deux, le bilan chez l'homme étant un examen clinique, c'est-à-dire de pouvoir vérifier que l'appareil génital de l'homme ne présente pas d'anomalie, et puis un spermogramme. Comme ça, on a fait le point, donc ça nécessite le passage chez un médecin spécialiste des hommes, et donc en l'occurrence, effectivement, un andrologue ou un urologue. Mais professeur Droupi, il y a tout de même, on voit en 2021 encore des professionnels de santé qui ne s'intéressent qu'au suivi médical de la femme lorsqu'il y a une problématique d'infertilité. Ça semble étonnant. Et on a encore dans nos sociétés... Réflexes. Oui, et puis il y a la charge contraceptive et la charge fertile est encore portée par les femmes. Oui, bien sûr. Et je dirais d'autant plus que grâce aux nouvelles techniques, nouvelles, c'est pas tout à fait nouveau, mais l'ICSI laisse penser à certains que un spermatozoïde ou deux sont suffisants. Et que donc on va un petit peu négliger l'homme en se disant on a quelques spermatozoïdes, on arrivera bien à faire une FIV en ICSI. C'est-à-dire faire une fécondation in vitro en utilisant un ou deux spermatozoïdes et en les injectant directement dans les oocytes. Et donc à ce moment-là, l'homme est réduit à son sperme en fait, et on dit oui, le sperme suffira bien pour faire une FIV. Et nous en général, ces patients-là, on les voit après 2 échecs de FIV. Et on s'aperçoit qu'il y avait d'autres choses à améliorer. Donc je pense que aujourd'hui, on a suffisamment de données, et tous les gens qui réfléchissent à l'infertilité sont d'accord pour dire ça. On ne peut pas négliger la prise en charge de l'homme, puisque il faudra autant que faire se peut améliorer la qualité du sperme et donc prendre en charge l'homme si on veut obtenir des résultats satisfaisants et optimaux, même en fécondation in vitro, voire éviter la fécondation in vitro, parce qu'il y a un certain nombre d'hommes qu'on va pouvoir améliorer suffisamment pour éviter toute cette charge de stimulation hormonale qu'on peut être amené à faire à la femme, du coup,
dans le cadre de FIV. On peut éviter des FIV avec une bonne prise en charge de l'homme. Alors justement, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous aujourd'hui ? Alors, d'une part, faire un bon bilan, on vient de le voir, et d'éliminer un certain nombre de causes d'infertilité masculine qui sont réparables. Mais à partir de quel moment ? Parce que l'examen périconceptionnel ou préconceptionnel qui existait à l'époque n'est plus du tout maintenant obligatoire et pratiqué. Mais... C'est-à-dire c'est la consultation médicale qui existait avant le mariage. Exactement. Oui. Alors, du fait que beaucoup de couples ne se marient plus, c'est vrai que cette consultation est passée à la trappe, mais elle était quand même très utile. Tout à fait. Oui. C'est comme l'armée pour la vaccination. Oui. Exactement. Voilà. Et pour examiner les testicules aussi. Et oui, on l'oublie. Mais on faisait des diagnostics de varicocèle, d'anomalies de positionnement des testicules au moment du conseil de révision ou de l'examen clinique que subissaient les hommes avant le service national, oui bien sûr. Mais là aujourd'hui, 60% des enfants sont faits hors mariage, donc ça ne servait plus à rien de mettre un examen prénuptial, puisque de toute façon il arrivait trop tard. Donc, mais en revanche, ce qu'il faut conseiller, c'est que tous les hommes qui ont le sentiment qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas au niveau de leurs testicules, soit qu'ils sont trop petits, soit qu'il y en a un qui est mal descendu, soit qu'ils ont quelque chose qui fait qu'ils ont l'impression de ne pas être comme tout le monde, il faut qu'ils consultent. Il ne s'agit pas d'attendre 35 ans, de vérifier si on va pouvoir faire un enfant. Je pense que c'est pas difficile d'aller voir un urologue et de lui dire tiens, mes testicules, je suis pas sûr qu'ils soient comme tout le monde, et qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que j'ai pas un risque d'avoir des problèmes de fertilité ? Enfin, on a encore beaucoup de pédagogie à faire là-dessus. Oui, je peux vous dire, on peut y aller au niveau des émissions. Avant que ça devienne naturel, il y en a pour un moment. C'est à nous d'en parler. Parce que mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui pour les hommes dans l'accompagnement ? Qu'est-ce qu'on leur propose ? On peut leur proposer de les aider sur leur mode de vie. C'est ce qu'on appelle le coaching périconceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, alors ça s'est développé beaucoup plus à l'étranger qu'en France, mais en France, il y a quand même maintenant des gens qui font ça. Ils vont aider les hommes à vérifier dans l'alimentation, est-ce qu'il y a des déficits, est-ce qu'il y a des vitamines à prendre, est-ce qu'il faut changer d'alimentation, quelle est, par exemple, l'activité physique, est-ce qu'elle est suffisante, est-ce qu'il y a de la sédentarité. Donc on va aider ces hommes à se remettre au sport. Donc il va y avoir comme ça ce qu'on appelle vraiment du coaching. On va les aider à booster en quelque sorte leur fertilité. Regardez par exemple ce qui se passe dans leur activité professionnelle. S'ils sont dans une pièce très chaude, comment faire pour diminuer cette chaleur. Enfin, tous ces facteurs de risque dont on a parlé, tabac, alcool, chaleur, cannabis, etc., réduire tous les facteurs de risque pour leur permettre finalement d'avoir une fertilité meilleure. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la testostérone du tout, j'en tousse, comme médicament contre l'infertilité ? Pas grand-chose. Bon. Alors ça, parce que ça dépend du type d'infertilité. La première chose, c'est pas prendre de testostérone pour améliorer sa fertilité, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que la testostérone si on prend de la testostérone alors qu'on n'en a pas besoin, entre guillemets, ça va plutôt bloquer le fonctionnement des testicules. Donc ça, c'est pas du tout le médicament de l'infertilité. Parce qu'elle peut être utilisée comme moyen de contraception. Elle est même, un très, très bon contraceptif masculin. Alors, il y a un examen qu'on appelle le TMS. Qu'est-ce que c'est que le TMS ? Alors, le TMS, c'est un examen qui est fait pour lorsqu'on a un spermogramme pas tout à fait normal et qu'on envisage de faire de l'aide médicale à la procréation. Pour choisir la technique d'aide médicale à la procréation, on va dire globalement il y a 3 types de techniques en ce qui concerne l'infertilité masculine, mais la fertilité de couple, on va dire. C'est soit les inséminations intra-utérines, c'est-à-dire qu'on prend le sperme de l'homme, on va le préparer, le concentrer, et on va l'injecter directement dans l'utérus de la femme, après éventuellement une petite préparation hormonale pour augmenter le nombre d'ovocytes. Ça, c'est fait dans certains cas, mais du coup, il faut que le TMS, donc le test de migration-survie,
soit suffisamment important pour qu'on puisse prendre ce sperme préparé et lui injecter donc plusieurs millions de spermatozoïdes mobiles. Donc on sélectionne des spermatozoïdes mobiles en grande quantité pour les injecter directement dans l'utérus. Si on n'arrive pas à avoir suffisamment de spermatozoïdes, à ce moment-là, on va faire une fécondation in vitro classique, c'est-à-dire qu'on va stimuler la dame pour faire en sorte d'avoir un cycle artificiel plus important que d'habitude en termes de nombre d'ovocytes, c'est-à-dire qu'on va recruter des ovocytes pour qu'il n'y ait pas un seul ovocyte au moment de l'ovulation, mais qu'il y en ait plusieurs. Et juste avant qu'il y ait cette ovulation, on va ponctionner, aspirer directement dans l'ovaire tous les follicules, tous les ovocytes potentiellement mûrs pour les recueillir, les mettre dans une boîte de pétri, les mettre dans une étuve, et là on va les mettre en présence de spermatozoïdes. Et la dernière, rapidement, Stéphane Droupy, la dernière technique. Et la dernière, c'est quand on n'a pas assez de spermatozoïdes, donc que ce TMS donc est très faible, on va choisir les spermatozoïdes et les injecter directement dans l'ovocyte. Et on appelle ça une ICSI, une insémination intracytoplasmique. Voilà, c'est ce que vous citiez tout à l'heure. Et la suite est dans votre livre, Brigitte Fanny Cohen et Stéphane Droupy. Le livre s'appelle Demain, tous infertiles. L'éditeur, c'est First Édition. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Et puis, voilà, vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis regarder la vidéo de l'émission sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et très belle journée santé sur Beurre FM.